Salut à tous! C'est quoi un buyout? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Quand on l'utilise? Qu'est-ce que ça permet? Qui est concerné? Bref, je vous propose via cette petite vidéo consacrée à la thématique NBA Business de faire le point sur cette pratique qui est relativement courante en NBA et qui permet une situation idéalement gagnante où joueurs et équipes vont consentir à une rupture conventionnelle, à un divorce à l'amiable pour repartir chacun dans des directions différentes. Alors, justement, le buyout, c'est quoi? Le plus simple pour comprendre ce principe, c'est d'imaginer que c'est une rupture conventionnelle. C'est un accord entre le joueur et l'équipe, et son équipe, c'est une négociation qui permet de libérer le joueur de l'équipe en question et de lui permettre de redevenir agent libre, même s'il était encore sous contrat sur de longues années, ça lui permet de redevenir agent libre et de signer où il le souhaite. N'oubliez pas qu'en NBA, tous les contrats sont garantis. Donc si vous signez un contrat de 4 ans pour 40 millions de dollars à 10 millions la saison, l'équipe qui signe ce contrat devra vous payer 40 millions. C'est pas comme en NFL, je vous l'avais déjà expliqué, où c'est des contrats non garantis qui peuvent être cassés comme ça du jour au lendemain sans contrepartie et les années restantes ne sont pas payées. C'est pas le cas en NBA. Sauf, bien sûr, si, et c'est défini noir sur blanc contractuellement, sauf s'il y a des années ou des montants qui sont spécifiés comme non garantis, et auquel cas, on peut très bien effectivement signer un contrat de 4 ans, avoir une 4e année qui est non garantie, et si arrivé à la 3e année, l'équipe estime qu'elle n'a plus besoin de ce joueur, et elle peut le couper et ne pas payer cette dernière année. C'est la seule exception. Mais sinon, tous les années et les dollars dus doivent être payés à un joueur et le buyout ne fait pas exception à cette règle. C'est un rachat de contrat, mais toutes les années dues et les dollars dus figureront toujours au salary cap. Le buyout ne permet pas de sortir un joueur des finances de l'équipe. Il y avait une possibilité qui avait été créé dans le CBA, dans la convention collective de la NBA en 2011, qui s'appelait l'amnistie. Les équipes avaient la possibilité d'amnistier un joueur et effectivement, elles lui payaient toutes ses années de contrat dû et son salaire ne pesait plus sur les finances de l'équipe. Cette possibilité a été supprimée au CBA 2016, donc on ne peut plus le faire en NBA. Et le buyout, qu'on s'entende bien là-dessus, ça ne permet pas de sortir les contrats, les années dues du salary cap, mais ça permet de libérer contractuellement un joueur. On va prendre un exemple très simple, parce que, tout dernièrement en NBA, il y a eu une situation de buyout qui a concerné Jamal Crawford, qui a été échangé des Clippers vers les Hawks. Jamal Crawford est un vétéran qui avait un assez gros contrat. Il arrivait dans une équipe des Hawks très très faible. Et bien souvent, effectivement, les buyouts concernent des vétérans qui, par rapport à leur rendement effectif, ont un salaire un petit peu élevé. C'est bien souvent des joueurs par rapport à leur rendement actuel qui sont surpayés. Et du coup, effectivement, ces vétérans n'ont pas envie d'être dans une équipe en reconstruction, ils préfèrent jouer effectivement pour des prétendants au titre. Donc souvent le buyout, c'est un vétéran dans une équipe faible qui veut être libéré de ses obligations contractuelles, redevenir free agent et signer dans une équipe compétitive. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jamal Crawford. Donc échangé vers les Hawks en provenance des Clippers et il négocie un buyout avec les Hawks pour redevenir free agent et signer, du coup, en agent libre, à Minnesota. Alors, quelle était la situation contractuelle de Jamal Crawford? Il avait signé, vous voyez, un deal de 3 ans et 42 millions de dollars il y a exactement un an, en juillet 2016. Donc, ce qu'il était mentionné dans son contrat, c'était ça. C'était année 1, 13 millions, année 2, 14 millions, et année 3, 14,5 millions. La spécificité
la spécificité de son contrat, vous voyez, c'est que l'année 2018-2019, donc la dernière année de son contrat, elle était garantie seulement à hauteur de 3 millions de dollars jusqu'au 21 juin 2018. Ça veut dire que si on passait cette date du 21 juin 2018 et que l'équipe ne se signalait pas comme voulant dénoncer cette dernière année partiellement garantie, elle était intégralement payée. Par contre, si c'était dénoncé avant, en 2018-2019, Crawford ne touchait que 3 millions. On est toujours sur cette exception que je vous précisais à l'instant, sur des éventuels montants ou années non garanties. Donc, Crawford arrive avec ce contrat-là, bien entendu, du côté des Hawks. Les Hawks, vous voyez, ils négocient un buy-out avec Jamal Crawford le 7 juillet 2017. Et les termes de son buy-out ont été extrêmement simples. On te rachète ton contrat, on te paye exactement les sommes dues, donc 2017-2018, 14,26 millions, vous voyez, 14,20 millions, et les 3 millions qui étaient garantis de l'année 2018-2019. C'est le cas de figure le plus simple où le contrat est racheté exactement dans les caractéristiques et les spécificités de ce qui était dû, de ce qui était négocié. Donc, dans les finances des Hawks, il y a ce qu'on appelle de la dead money. La dead money, ça va être de l'argent qui doit être versé aux joueurs, qui figure dans le calcul du salary cap, et qui, bien entendu, est versé à quelqu'un qui ne fait plus partie de l'équipe. D'où le concept de dead money. C'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre, on paye les services de quelqu'un qui n'est plus là. Donc, quand on prend le récapitulatif du salary cap des Hawks, on a bien le active roster, donc ça c'est tous les joueurs sous contrat de l'équipe. On a bien la dead money qui apparaît, et on a un total d'allocation, un total de la masse salariale qui monte à 83,6 millions. Donc gardez bien ça en tête, buyout ne permet pas de sortir le salaire et les sommes dues du salary cap. Mais alors vous allez me dire à quoi ça sert? À quoi ça sert pour l'équipe de faire un buyout, autant garder le joueur? C'est pas faux, sauf que c'est entre guillemets un accord à l'amiable, comme je vous le disais, c'est du gagnant-gagnant. Et dans le cas par exemple de Jamal Crawford, le garder du côté des Hawks, c'est avoir un joueur qui n'est pas ultra motivé dans l'équipe, et ça n'a pas grand intérêt, d'autant que les Hawks n'ont aucun projet à moyen terme pour Jamal Crawford. Donc autant finalement lui dire, on te rachète ton contrat, de toute façon tu allais faire une saison chez nous qui allait servir à rien, on te paye tes sommes. Les Hawks sont dans une année de transition, donc ils payent dans le vide, mais c'est pas grave, c'est pas de l'argent qui est utilisé et qui ne pourrait pas permettre de payer un autre bon joueur ou de recruter un bon free agent. Dans tous les cas, ça allait être de l'argent entre guillemets perdu parce que la saison qui attend les Hawks, c'est une saison perdue. Donc, du côté d'Atlanta, finalement, on se débarrasse d'un joueur qu'on n'avait pas spécialement dans nos projets. Et du côté de Jamal Crawford, on voit quand même toutes ces montants dus sur son contrat payé, et on a la possibilité de rebondir dans une autre équipe. Donc, on est toujours dans ce principe du gagnant-gagnant. Les montants garantis continueront toujours de peser sur le salary cap, c'est signé, c'est payé. C'est la règle d'or de la NBA. Et ce qui est très intéressant pour un joueur qui bénéficient d'un buy-out. C'est pour ça que souvent les buy-out favorisent quand même globalement les joueurs. Même si je vous dis c'est du gagnant-gagnant, tout le monde y trouve son compte, mais les joueurs sont encore plus gagnants parce que ils peuvent devenir des cumulards. Ils peuvent devenir d'incroyables cumulards. Et c'est le cas de Jamal Crawford, qui sur 2017-2018 va toucher les 14,2 millions payés par les Hawks de son ancien contrat, et en plus, il va toucher 4,3 millions de son nouveau contrat négocié avec les Timberwolves, et vous avez comme ça un joueur qui mange à deux râteliers et qui gagne sur les deux tableaux. Pour ça que les joueurs qui négocient des buyouts souvent
signe dans une bonne équipe pour un petit salaire, pour un petit contrat, parce que eh bien, ils cumulent les deux. Donc financièrement, ils sont tout à fait gagnants. Il y a un autre cas de figure dans les buyouts, une autre possibilité qu'on va explorer, et pour ça, il faut retourner quelques années en arrière pour un buyout qui avait concerné Larry Sanders, un intérieur des Milwaukee Bucks. Alors, après 4 années du côté des Bucks, Larry Sanders signe une prolongation de 4 ans pour 44 millions de dollars, une prolongation qui sera effective à partir de la saison 2014-2015. Donc il avait ses 4 années de contrat rookie, et à partir de 2014-2015, il est à 11 millions la saison sur les 4 prochaines années. C'est les termes du contrat tels qu'ils avaient été négociés. Donc, ça allait donner ça. En 2014-2015, il touchait 11 millions. 2015-2016, 11 millions, etc., etc. Je schématise. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'été 2015, donc après une année payé 11 millions de son nouveau contrat, à l'été 2015, Larry Sanders dit aux Bucks, j'ai plus envie de jouer en NBA. Ça m'intéresse plus, je veux faire autre chose. Les Bucks tombent un peu des nues, se disent ok, donc qu'est-ce que tu veux faire? Et Larry Sanders dit moi je veux un buyout, je veux que vous rachetiez mes années restantes et je quitte le club et on part en bon terme. Alors, on n'est pas parti en bon terme avec Larry Sanders et les Bucks, mais toujours est-il qu'ils sont parvenus à un accord. Il restait 3 ans et 33 millions théoriquement garanti à verser à Larry Sanders. Sauf que, comme Larry Sanders partait de son propre chef, les Bucks ont négocié avec lui de ne payer que 13 millions de dollars sur les 33 millions restants. C'est une possibilité du buyout. On ne peut pas, si vous êtes une équipe, imposer à un joueur un buyout où il gagnerait moins que ce qui lui est dû, mais si le joueur est d'accord et si c'est un consentement mutuel, eh bien, on peut très très bien négocier que sur les sommes restantes à verser d'un buyout, on ne verse qu'une partie. Si les deux parties sont d'accord, si tout le monde se satisfait de ce deal, pourquoi pas? Et dans le cas de Larry Sanders et des Bucks, évidemment, comme Larry Sanders voulait partir et qu'il n'allait plus rien proposer aux Bucks, il n'a évidemment pas tapé du poing pour avoir ses 33 millions. On est parvenu à quelque chose de moindre, et ce moindre, c'était de ne payer que 13 millions sur les 33 millions restants. Et il y a une spécificité du CBA 2016 concernant les buyouts. C'est ce qu'on appelle la stretch provision. Ça permet d'étaler les paiements dus à un joueur qui négocie un buyout avec une formule qui est très simple. C'est le nombre d'années restantes multiplié par 2 plus une année. Donc, toujours pour rester sur le cas de Larry Sanders, on a utilisé la stretch provision pour négocier son buyout. Donc, on l'a vu ensemble, ça concernait 13 millions de dollars. Il restait 3 années à son contrat. Vous faites 3 fois 2, ça fait 6. Vous rajoutez une année et vous arrivez à 7. Et du coup, les Bucks, ils ont négocié dans ce buyout d'étaler ces 13 millions de dollars sur 7 ans. C'est pour ça que du côté des finances des Milwaukee Bucks, eh bien, apparaît toujours en dead money 1,86 million de dollars jusqu'en 2021. C'est les 7 années du buyout de Larry Sanders qui sont échelonnées comme ça sur 7 ans. C'est un paiement étalé, si vous voulez. Donc, du côté des Bucks, eh bien, vous voyez qu'on a pratiquement 120 millions de contrats actifs et on a toujours les 1,8 millions chaque année de Larry Sanders qui sont étalés jusqu'en 2021. Donc, Larry Sanders, il pèse dans les finances des Bucks jusqu'en 2021 pour un service qu'il ne rend plus. C'est sans doute le chômeur le mieux payé de
toute la planète. Merci Larry Sanders. Soit dit en passant, les Bucks, ils attaquent une saison où ils ont une masse salariale complètement pétée. Là, ils ont explosé le salary cap et ça va payer la taxe. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc, le buyout, c'est ce qu'on vient de voir. Le principe, c'est d'essayer de contenter tout le monde. C'est traditionnellement permettre d'envoyer des vétérans d'une équipe faible vers un contenders, vers une équipe forte qui, pourquoi pas, peut jouer le titre. Et ça permet pour les équipes d'évacuer des contrats toxiques. On doit les payer quand même, mais on peut minimiser la donne, minimiser la casse en étalant les paiements et du coup, ça pèse moins, tout ça est réparti. Ça fait toujours, pour le cas de Sanders, 2 millions, mais 2 millions sur 100 millions de salary cap, c'est pas si énorme que ça et ça peut passer comme une lettre à la poste. Ça peut permettre d'étaler des paiements, d'éviter de payer la taxe, par exemple, mais ça doit quand même être payé, ça doit quand même être réglé. Je suis pas revenu dessus, mais quand vous négociez un buyout avec un joueur et que ce joueur signe un contrat ailleurs, vous avez la possibilité de déduire un tout petit peu des sommes que vous devez à ce joueur parce qu'il a signé ailleurs, mais en gros, vous pouvez déduire maximum c'est 580 000 $ je crois par an. C'est toujours ça, mais c'est pas énorme. Mais en gros, buyout, c'est signé, c'est dû, ça ne peut pas être retiré du salary cap, mais on peut soit tout payer d'un coup et rapidement on essaye de tourner la page, soit on étale les paiements à la Larry Sanders et on essaye d'étaler ça dans le temps. Voilà, vous savez maintenant exactement ce à quoi correspond un buyout et comment ça fonctionne. Passez un bon été, merci de votre fidélité, bon match à tous.